ma présentation va être séparée en 3 parties. Je vais vous parler du fonds d'action en bref, le financement de la transition et notre positionnement dans cette chaîne du financement-là. Et je vais vous donner 4 exemples concrets d'investissements qu'on a réalisés. En bref, le fonds d'action, c'est un fonds de travailleurs. En plus des économies REER, il y a un 35% de crédit d'impôt qui s'ajoute de la part des 2 paliers de gouvernement. On a 159 000 actionnaires. On investit directement ou indirectement via des fonds spécialisés dans 1200 entreprises. On a maintenant un actif de 2 milliards qui est investi, je vais vous donner le détail, prochaine slide, et on a une mission de développement durable qui est là, qui nous suit depuis une vingtaine d'années, depuis que le Fonds d'action a été mis en place. Puis c'est cet aspect-là qui a fait qu'on a été aussi proactif à vouloir développer une expertise dans le financement de la lutte au changement climatique. Donc, dans notre actif de 2 milliards, il y en a une partie qui est plus des placements des obligations. Les gouvernements nous permettent d'en mettre une partie pour sécuriser l'ensemble de notre portefeuille. Donc, on a 800 millions. La stratégie de décarbonisation de ce portefeuille-là, elle se fait à travers, on a été proactif pour faire développer des indices qui excluent certains secteurs comme le charbon, les entreprises qui détiennent des réserves d'énergie fossile et tout ça. Donc, on a calculé, puis maintenant, ces indices-là sont utilisés par plusieurs autres fonds. Donc, on est content d'avoir été pionniers sur la question au Québec et on évalue que ça a permis de réduire sur ça de 51 notre empreinte carbone sur le bout qu'on a en marché boursier. Et également, dans les obligations, c'est ça, Simon va nous en parler après, mais on est un acheteur important au Québec d'obligations vertes, un produit qu'on aime beaucoup puis qui permet de faire la transition de ce bout-là de notre actif. Donc, l'investissement direct, le 1,2 milliard restant, qui est principalement de l'argent qu'on investit dans les entreprises au Québec et qu'on investit sous forme à risque, je dirais, on ne peut pas prendre de garantie. Donc, on est un financier en dette subordonnée après les banques qui prennent des garanties et en équité, on prend des prises de participation dans les projets ou les entreprises qu'on finance. Et c'est dans ce volet-là qu'on est très actif à chercher et travailler avec des entreprises pour financer des projets en lutte au changement climatique. Donc, on a quantifié, vous voyez, le 612 000 tonnes. C'est ce qu'on évalue à partir du moment où on va avoir complètement déployé l'argent actuellement engagé et que les projets vont être en opération. C'est notre contribution déjà calculée qu'on prévoit atteindre avec les projets en cours. Donc, on est content d'avoir un impact majeur là-dessus. Un peu comme Thibault nous mentionnait, là, il y a un important défi mondial du financement de la transition énergétique. Selon Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il nous évaluait de 5 à 7 trillions par année. 1 trillion, c'est un terme anglais, mais 1 trillion, c'est 1000 milliards, donc entre 5 000 et 7 000 milliards par année qui doivent être investis pour la transition énergétique à chaque année jusqu'en 2050. Donc, on s'entend, c'est le plus grand mouvement de capital qui aura jamais existé puis qu'on a besoin qu'il se produise. Et de ce montant-là, il y en a la moitié qui est en green finance et l'autre moitié en greening finance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le green finance, actuellement, c'est là que c'est le plus facile d'attirer des capitaux, puis c'est la transition qui est en train de se produire le plus rapidement. Donc, pour une caisse de retraite, par exemple, qui décide, au lieu de financer une centrale au charbon, d'aller financer un parc éolien ou un parc solaire, c'est un financement d'actifs, d'infrastructures qui est assez facile pour lui de maîtriser parce que c'est sur X années avec un contrat d'achat et tout ça. Donc, c'est relativement facile quand les conditions sont là dans un pays pour être capable d'attirer un important montant de capital à financer ce type de projet-là.
Le Greening Finance, et là, vous allez comprendre que c'est un peu plus, c'est là-dedans que Fonds d'Action s'est spécialisé. Là, tu as besoin de faire de la R&D financière, de l'innovation de modèles d'affaires, puis là, je vais vous donner des exemples de ce qu'on a fait, mais pour être capable de réinventer des technologies qui existent déjà, parce qu'on part de la prémisse que nous, on n'est pas spécialisé pour prendre des risques technologiques, mais on veut utiliser des modèles puis des technologies qui existent, mais de les aider à accélérer leur déploiement puis leur mise en place. Donc, on est dans cette sphère-là. Donc, notre positionnement, on veut avoir une contribution significative au Québec dans l'auto-changement climatique. Puis je dis un impact mesurable, puis c'est un peu le chiffre qu'on vous montrait tantôt. Pour nous, c'est vraiment important, puis je le spécifie parce qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui est investi de cette volonté-là, ça fait que tu n'arrives pas autour de la table avec la même attitude, puis on prend un rôle de leader proactif pour être capable de faire arriver les choses. Donc, puis je spécifie sans compromis sur le rendement. Nous, c'est comme un peu le nerf de la guerre parce que je vous montrais les deux, le greening. Le concept, c'est à partir du moment où tu as quelqu'un comme nous qui travaille en greening, qui veut réussir à prouver et dérisquer des modèles. Tu as réussi ta recette à partir du moment où tu l'as éprouvé et que ça se transfère vers le green et qu'après, il y a beaucoup plus de gros montants en capital qui peuvent être alloués à ce type de projet-là que tu vas avoir contribué à dérisquer. Donc, si on n'est pas capable de le faire puis de démontrer que c'est possible d'atteindre une relation risque-rendement qui a du sens pour d'autres financiers, bien, on n'aura pas réussi à éprouver le modèle de ce qu'on cherche à faire. Ici, j'ai mis quelques partenaires. On travaille, puis il y en a quelques-uns dans la salle, des gens en énergie renouvelable, dans le marché du carbone, en efficacité énergétique et diverses associations et groupes avec qui on travaille parce que le nerf de la guerre, quand on identifie qu'il y a des barrières de marché, pour être capable de se développer de l'expertise, on travaille avec les gens sur le terrain qui connaissent ça, les partenaires, puis c'est avec eux qu'on trouve les solutions puis qu'on fait avancer les choses. J'ai 4 cas concrets que je voulais vous donner. Le fonds biomasse, qui est un fonds dont le fonds d'action est l'instigateur, le gestionnaire. On a des gens de notre équipe spécialisée qui ont développé une expertise là-dedans. Ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait viser à développer puis mettre en place la filière de la chauffe à la biomasse au Québec. Puis il y avait toutes sortes de barrières qu'on avait identifiées. Et on l'a mis sur pied, ce fonds-là, avec des partenaires comme la Fédération des coopératives forestières du Québec pour avoir des ancrages locaux dans les régions pour une bonne accessibilité à la matière, notamment. Et on a travaillé beaucoup avec les gens de Vision Biomasse et autres. Et c'est ça. Donc, on a développé puis une expertise là-dedans dans le financement des projets puis dans l'accompagnement des projets. Et on est content, là, il y a des beaux projets qui ont été financés. Si vous êtes au cocktail, il y a mon collègue Simon, qui est notre spécialiste biomasse, qui pourra vous donner les exemples de projets qu'on a financés avec ce fonds. La coop carbone, Fonds d'Action, on est un partenaire important de la mise sur pied de la coop carbone il y a quelques années. Pour nous, c'est le groupe qui travaille à réfléchir sur les prochaines étapes de changement des modèles qu'on a à faire pour la réduction des gaz à effet de serre au Québec. C'est un peu comme un groupe de R&D, de réduction de gaz à effet de serre, donc pas technologique, mais comment on fait pour changer les paradigmes, les modèles pour éprouver des nouvelles choses. Ils ont travaillé depuis 1 an ou 2 sur une initiative qui s'appelle Agrocarbone. Puis là, je ne veux pas trop te couper, Jean, parce qu'il y a une présentation demain matin, Jean Nellet, le directeur général de la coop carbone, sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que puis il y a différents partenaires, nous, Énergir, Coop Fédérée, plusieurs ministères impliqués dans cette démarche-là, mais c'était d'identifier des réductions de gaz à effet de serre possibles dans le secteur agricole. Puis là, on est content parce qu'on a un modèle de biométhanisateurs régionaux sous forme de coopérative avec les agriculteurs qui font partie, puis comme on a développé la recette gagnante qu'on pense qui permet de dérisquer le modèle puis de faire fonctionner ce genre de projet-là. Et donc, le but, comme pour Fonds d'Action en tant que financier, c'est oui, de l'idée, la mise en place du financement de cette première biométhanisateur-là qui s'en vient dans les prochains mois, mais d'être capable d'après de répliquer la recette et d'en faire beaucoup et après d'attirer du capital de plus en plus sur cette question-là.
Éolectrique Capital, c'est un joint venture qui a été mis en place il y a 1 an et demi entre Fonds d'action et Éolectrique. Notamment, une des failles de marché qu'on voyait là-dedans, c'est le sous-financement des projets de plus petite taille, par exemple les projets de 50 millions et moins. Il y avait moins d'expertise en développement, de financement possible pour le montage financier aussi. Donc, on a attaqué une solution vraiment qui adressait ça et ça va très bien. En fait, on a développé, ils ont financé, mis en place et développé plusieurs projets, notamment en géothermie, en Ontario. Il y a Biomont, une centrale au biogaz qui vend de l'électricité à Hydro-Québec qui a été financée aussi. Il y a des projets de plus petite capitalisation, de plus petite taille en éolière et en solaire en éolien et en solaire qui s'en viennent aussi. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est le fonds Inlantis, parce que justement, dans le concept de réussir, puis ça, c'est dans le marché du carbone, on n'est pas dans l'énergie renouvelable, mais c'est pour démontrer le type de rôle qu'on a réussi à faire. Également, avec la coop carbone, on a mis en place, en 2017, un fonds carbone qui s'appelle Inlantis, qui vise à financer... Non, c'est un produit financier innovant qui achète les crédits carbone au début du projet pour être capable sur quelques années, là, ils me regardent, hein, c'est les spécialistes. Puis le but, c'est d'être capable de rendre concret et d'acheter les crédits carbone pour faire que le projet puisse se faire et être le déclencheur après aller chercher beaucoup de capital sur la question. On est en train de finir de déployer le premier 20 millions qui était notre projet pilote sur cette question-là. On a des bons résultats, on est content. Puis le but, c'est que, comme je vous disais, le Green Finance, c'est que ce qu'on prévoit, c'est que dans les prochains mois, en 2020 ou en fin 2019, début 2020, on soit capable de lever le fonds 2 Inlantis avec du capital beaucoup plus important et d'aller chercher justement du capital de d'autres financiers qui vont, parce qu'on aura dérisqué le modèle. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Mon objectif aujourd'hui de la présentation, c'est de vous exposer ou faire un bref survol de comment le régime de rente du Mouvement Desjardins est un joueur actif dans la transition énergétique. Le régime de rente du Mouvement Desjardins, c'est un actif de 13 milliards de dollars canadiens. C'est la totalité des employés du Mouvement Desjardins, les 45 000 et plus employés participent à ce régime de retraite-là, qui est un régime à prestations déterminées, un des rares encore dans le marché privé, pardon. Et aussi avec les plus de 10 000 participants. Au total, c'est une soixantaine de personnes qui sont des bénéficiaires du régime de rente. L'infrastructure au régime de rente est une partie importante de nos activités. On est au Canada en termes de régime de rente. Le régime de retraite du Mouvement Desjardins, c'est, comme j'ai dit, c'est 13 milliards, mais c'est environ le 7e plus grand joueur ou le plus grand fonds de pension privé au Canada. Par contre, en termes d'infrastructure, on est le 2e plus grand investisseur privé au Canada. On est très fiers de ça. Donc, Desjardins Infrastructure, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 2,6 milliards de dollars de valeur marchande au 31 décembre 2018. Ça fait 12 ans qu'on a lancé le programme d'infrastructure depuis 2007. Je dirais qu'avec une taille visée ou une cible de 12% du portefeuille total du régime de rente, on est, je pense, un précurseur. Puis ça fait depuis 2011, comme Fred l'a mentionné, je suis au régime de rente. Et les cibles étaient déjà quand même très élevées à ce moment-là. Donc on est très fiers. Puis on est un des seuls également qui, quand on parle à nos pairs, qui sont au-dessus de leur cible
Donc, on est quand même très content de ça. Chez Desjardins, peut-être faire une parenthèse, je représente le régime de rente du Mouvement Desjardins et aussi on investit pour les compagnies d'assurance de Desjardins leur bilan en infrastructure. Donc, ils voulaient commencer à investir là, au début des années 2010 en infrastructure. On leur a dit, on a l'expertise, on a l'équipe, travaillons ensemble pour pouvoir avoir des plus grandes participations dans les projets. Puis, on a eu un bon succès depuis ce temps-là. Donc, on investit pour Desjardins Sécurité Financière, qui est l'assureur vie. On investit pour Desjardins Groupe d'assurance générale, qui est l'assurance générale, mais aussi depuis l'acquisition, il y a quelques années, de State Farm Canada par notre compagnie d'assurance, bien, on a investi aussi le régime de rente des employés de ce regroupement-là. Et depuis les débuts de notre programme, on a cru à l'énergie renouvelable. Nous, on est vraiment un joueur qui va investir à la fin, pas à la fin des projets, mais une fois que les projets sont en opération, que les projets sont dérisqués. Et on a eu, je ne dirais pas la chance, mais la vision d'investir quand on a vu au Canada, les marchés, ne veut pas être un fonds de pension, on aime avoir des projets qui ont une visibilité sur les flux financiers. Puis le Canada, on avait beaucoup de juridictions, dont le Québec, qui avait des projets avec des contrats d'achat d'électricité à très long terme. Donc, pour un fonds de pension, ça faisait énormément de sens. Donc, on a bâti beaucoup d'expertise, on a investi de façon importante dans ce créneau-là. Puis Aujourd'hui, là, comme je le mentionne sur la diapositive, on a une détention directe dans 48 parcs différents au Canada. Donc, on en est en fait à l'échelle mondiale, mais une bonne partie au Canada. On investit au Canada, on investit en Amérique du Nord, en Europe, majoritairement dans les pays de l'OCDE. Peut-être un petit mot, là, j'en ai glissé un mot rapidement, mais pourquoi on investit en infrastructure chez Desjardins? Puis la raison du pourquoi on investit en infrastructure explique aussi en raison pourquoi l'énergie renouvelable correspond bien à ce qu'on vise. Peut-être le deuxième bullet là, du rôle stratégique, supporter l'appariement entre les actifs et le passif. Mais veut pas être un régime de retraite, donc on a des obligations à très long terme. Donc acheter des projets qui ont des flux financiers sur 20, 25 ans, 30 ans, puis ça fait extrêmement beaucoup de sens pour nous et surtout avec des profils de risque qui sont attrayants pour nous. Et au niveau des stratégies d'investissement, on a la chance d'avoir une équipe de gestion de risque à l'interne d'à peu près 7-8 personnes qui sont extrêmement solides et des quants, là, si on peut appeler ça de cette manière-là. Puis ils font beaucoup d'analyses, puis ils nous supportent beaucoup dans la façon de construire notre portefeuille. Puis donc les caractéristiques du portefeuille qui en découlent viennent directement des travaux qu'ils ont fait au fil des années. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a un portefeuille qui est majoritairement des actifs en opération avec des contrats à long terme. Donc, on le voit, là, on a une cible à 60% d'actifs qui ont des contrats à long terme. Et donc, naturellement, les projets renouvelables, quand on les regarde, rentrent dans cette catégorie d'actifs avec des contrats à long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très attirant pour nous. Au niveau plus politique, développement durable ou investissement vert, le régime de rente a une politique d'investissement responsable depuis officiellement 2010. Et puis en 2017, le Mouvement Desjardins a fait la mention que dans les investissements qu'il ferait dans l'énergie, favoriserait l'énergie renouvelable. Puis le régime de rente a décidé d'emboîter le pas avec le mouvement. Et en 2018, ils ont officialisé là, cette politique-là et nous aussi au régime de rente, on a suivi le mouvement Desjardins à ce niveau-là. Le portefeuille, je l'ai expliqué plus tôt, on investit dans les énergies renouvelables depuis 2011. Puis aujourd'hui, quelque chose qu'on est très fiers, c'est que 100% des investissements directs qu'on a dans l'énergie et dans l'énergie renouvelable. Puis au total, du portefeuille total du régime de rente, c'est 45% de notre portefeuille qui est investi dans l'énergie renouvelable. Donc, c'est quand même
statistique là, qui est quand même très importante. Ici, c'est un petit peu là, l'évolution du portefeuille, puis les grands je dirais, jalons de notre programme. Donc, on est quand même diversifié en termes, on n'est pas juste au Québec, on est au Canada, on est en Europe. Donc, les juridictions qui ont des contrats à long terme, on aime beaucoup. Veux pas, on est un fonds de pension, on est basé au Québec, on est des Québécois, on a des relations au Québec. C'est beaucoup plus facile pour nous d'investir au Canada. Puis on a la chance au Canada d'avoir des contrats qui sont plus longs. Donc 20 ans, des fois 25 ans dans certaines provinces. Donc pour nous, ça fait on est extrêmement content de pouvoir les faire ici au Canada. En Europe, bon, il y a des contrats qui sont généralement plus courts, 15 ans, avec des risques marchands par la suite. Donc on pense qu'au Canada, on peut quand même investir de façon à rencontrer nos objectifs. Ici, au terme, comment on investit en énergie renouvelable, la plupart de nos investissements sont dans des investissements directs, à peu près 80%. Puis il y en a un 20% qui est via des fonds d'investissement que eux vont investir dans des projets renouvelables. Puis on voit la répartition, à peu près la moitié de notre exposition dans l'énergie renouvelable et dans les parcs éoliens. Par la suite, le solaire et hydroélectrique là, à poids environ égal. Donc, nos principaux partenaires, c'est des groupes que vous connaissez, puis il y en a parmi vous dans la salle. Donc, les 4 plus importants partenaires pour nous en énergie renouvelable, c'est Axium Infrastructure. Donc, le fonds, on a fait beaucoup de co-investissements avec eux dans les dernières années. EDF, Connor Clark & Lunn, puis Inergex, qui avait Michel tout à l'heure. Donc, au total, en énergie, en capacité ou en puissance totale, ça représente environ 2500 MW là, brut. Donc, c'est quand même important et on en est, encore une fois, là, très fiers. Juste en terminant, là, très rapidement, peut-être vous montrer quelques actifs là, qu'on a. Je vais peut-être plus focusser sur les actifs québécois. Donc, on a ici, là, c'est le parc éolien Rivière-du-Moulin, pas très loin d'ici, au Saguenay, 350 MW, qu'on a acquis auprès d'EDF. Donc, on est ici avec Manuvie, Industrielle Alliance, puis nos DSF et DGAG, nos compagnies d'assurance. Donc, un très gros parc. Là, j'imagine que vous savez les où, là, juste avant d'arriver là, au Saguenay, à la droite. Donc, un parc important. Et en Gaspésie, bon, c'est le thème de la journée, je pense, la Gaspésie. Donc, un parc, encore une fois, avec EDF, 74 MW. Ici, un autre parc avec EDF, Saint-Robert, Bellarmine. Une centrale hydroélectrique, on a une participation de 49% avec Inergex dans le coin de Sept-Îles. Les éoliennes de l'érable, ici, c'est plus un prêt mezzanine qu'on a dans le projet. Ce n'est pas une participation en équité. Puis, écoutez, je vais arrêter là pour le bénéfice du temps, mais n'hésitez pas si vous avez des questions là, par la suite, là, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci. Alors, c'est un plaisir de parler d'obligations vertes avec vous. C'est un sujet qui me passionne. Dans le fond, c'est une solution concrète pour financer la transition énergétique, entre autres. Donc, on va y aller comme ça. Je vais séparer, dans le fond, la présentation avec les définitions. C'est bien important de comprendre le concept. Ensuite, donner des exemples concrets pour vous aider à cheminer là-dedans. On va faire un survol du marché. Comme on l'a mentionné, c'est un marché en pleine expansion. On va aussi toucher à l'impact environnemental parce que c'est le but de l'outil financier. Et on va conclure. Je suis supposé de me rendre là en 12 minutes, mais normalement, ça devrait être 13. Alors, je saute la définition formelle pour aller à une définition un peu plus imagée. Donc, une obligation verte, les émetteurs, normalement, c'est les émetteurs que vous connaissez. Donc, ça va être des sociétés de toutes sortes, des gouvernements à tous les paliers. Puis, dans le fond, c'est des obligations régulières. Régulières aussi dans le sens que les émissions sont émises au même rang dans la structure de capital des émetteurs, c'est-à-dire qu'elles vont comporter les mêmes risques. Donc, on va voir plus tard, devraient avoir le même rendement.
On dit qu'elles sont pari passu avec les obligations régulières. Ensuite, le dernier point, l'utilisation des fonds, c'est ce qui, dans le fond, c'est ce qui met le concept, c'est ce qui a fait naître les obligations vertes, c'est que l'utilisation des fonds, c'est le plus important. 100% des capitaux doivent aller à financer des projets environnementaux, donc à retombées environnementales positives, puis on a des exemples à droite. Pour aider les émetteurs à se situer dans tout ça et donner un peu plus confiance aux investisseurs, l'International Capital Market Association a mis en place des lignes directrices qu'on voit ici, c'est les Green Bond Principles. Donc, il y en a 4. Le premier, c'est le plus important, comme j'ai mentionné, l'utilisation des capitaux. Ensuite de ça, les émetteurs doivent mettre en place des processus pour sélectionner et évaluer les projets. Donc, étant donné la nature d'un émetteur, d'une organisation, certains projets vont être plus, aptes à se produire que d'autres. Puis ensuite de ça, on doit avoir des processus pour calculer l'impact environnemental. En fait, faire la reddition de compte à ce niveau-là par la suite. Numéro 3, la gestion de l'allocation des capitaux, ça se fait de 2 façons. C'est soit qu'on fait un compte de banque séparé, puis comme ça, c'est super facile de calculer les sorties d'argent et voir dans quel projet c'est allé. Autrement, si ça tombe, les fonds tombent dans le compte de banque de trésorerie globale de l'émetteur, on va se retrouver à tout simplement mettre des écritures comptables pour pouvoir justement faire la reddition de compte là-dessus à la fin de l'année. Donc, reddition de compte, c'est sur 2 choses, utilisation des capitaux et impact environnemental. Ça se fait annuellement, tant et aussi longtemps que les fonds n'ont pas tous été alloués et l'émetteur a 2 ans pour dans le fond, épuiser les fonds. Pour, dans le fond, aider un petit peu plus les investisseurs à avoir confiance en le produit vert de l'émetteur, la plupart des émetteurs, maintenant, c'est rendu les bonnes pratiques. Ils vont faire appel à des évaluateurs externes. Donc, on a 2 types d'évaluations externes. Premièrement, la première, en fait, c'est avant l'émission. Donc, c'est pour évaluer si le cadre de référence de l'émetteur est en ligne avec les 4 composantes des Green Bond Principles. Donc, ça se fait avant l'émission, avant le deal. Ils vont mettre sur leur site Internet leur cadre de référence, l'évaluation de la tierce partie. Puis, comme ça, tout le monde est content, tout le monde pense que c'est vert, mais on va voir un petit peu plus loin qu'il faut aller... dans le fond, une étape plus loin pour s'assurer de l'intégrité environnementale de tout ça. L'assurance d'une tierce partie, c'est normalement des firmes comptables qui vont aller vérifier à chaque année les états financiers de la même façon. Donc, ça va être les grandes firmes comptables de ce monde qui vont vérifier que l'allocation des capitaux a bien été faite et en ligne avec les Green Bond Principles. Puis, j'ai oublié de mentionner, le premier type d'évaluation, normalement, c'est des firmes environnementales ou spécialisées en investissement responsable comme Cicero, il y a Sustainalytics et Vigeo qui est une firme française. Si on veut aller plus loin en termes de certification pour un émetteur, on peut aussi demander au Climate Bonds Initiative de certifier l'obligation verte. Donc, eux, ils vont demander qu'il y ait une évaluation d'une tierce partie en plus pour valider les Green Bond Principles, mais ils vont, en plus de ça, valider en fonction de leurs standards qui sont les plus robustes dans le marché. Donc, étant donné que c'est les plus robustes dans le marché, nous, chez AlphaFix, on utilise leur catégorie de projet. On a parlé de taxonomie tantôt ou de type de définition de projet qui peut être vert ou pas. Donc, eux, ils ont travaillé même avec l'Union européenne pour mettre en place la nouvelle taxonomie qui va être dévoilée sous peu pour déterminer, dans le fond, quel projet est vraiment en ligne avec un scénario de 2 degrés selon l'accord de Paris. Donc, on a les catégories à haut niveau ici, puis on va voir aussi plus loin qu'ils ont des exclusions. Donc, on doit suivre à la lettre qu'est-ce qui est quoi pour ne pas s'exposer à des risques réputationnels en tant qu'émetteur et ne pas avoir des citrons dans notre portefeuille en tant qu'investisseur. Là, jusqu'à date, on a parlé d'obligations vertes avec une étiquette. Donc ça, c'est un émetteur qui n'est pas vert en soi, mais qui émet un véhicule financier pour financer des projets qui, eux, ont un impact environnemental positif. Là, j'ai introduit le concept de Pure Play qu'on appelle. Donc, c'est une compagnie verte en soi. La façon que nous, on détermine ça, c'est de regarder le pourcentage de revenus qui est en ligne avec les catégories de projets de la taxonomie du CBI.
Donc, nous, on chiffre ça à 90 %. Dans le marché, c'est plus élevé que ce qu'on voit dans d'autres fonds d'obligations vertes parce qu'on veut s'assurer, dans le fond, de ne pas être pointé du doigt en se faisant dire que nos obligations vertes ne sont pas si vertes que ça. Donc, on a un processus en place propriétaire qui s'appelle AlphaVert pour s'assurer de l'intégrité environnementale des obligations. On tombe dans les exemples maintenant et on va commencer avec ce dont il ne faut pas faire. C'est un exemple de controverse. Donc, j'ai parlé d'exclusion au niveau de la taxonomie du CBI. Donc, on voit que le code Repsol, c'est une pétrolière espagnole qui a émis une obligation verte pour financer un projet d'efficacité énergétique d'une raffinerie. Donc, c'est bien beau, il diminue à chaque année les tonnes de CO2 émises, mais c'est dans le fond, ça va augmenter l'efficacité de cette raffinerie-là, probablement prolonger la durée de vie étant donné qu'elle va être plus rentable. En bout de ligne, on va se retrouver à polluer plus. Donc, ça, c'est pas en ligne avec le scénario 2 degrés où est-ce qu'on doit essayer de brûler de moins en moins d'énergie fossile. Donc, malgré qu'il y avait eu une opinion externe de Vigeo disant que c'est en ligne avec les Green Bond Principles, qui, eux, dans leur ligne directrice, donnent dans le fond, des catégories de projets à très haut niveau. Mais là, on voit qu'il faut faire nos devoirs puis aller un petit peu plus en profondeur dans notre analyse pour comprendre que la transition énergétique, c'est pas à prendre à la légère. Puis, eux se sont retrouvés à avoir leurs obligations exclues de tous les indices d'obligations vertes. C'est pas sur la liste de Bloomberg non plus. Et les investisseurs qui avaient acheté ça, ils se retrouvent avec un citron, comme on disait tantôt. On a un exemple plus près de chez nous qui a bien fonctionné. Donc, la province de Québec qui a émis 500 millions, c'est leur première obligation, une de 3. À date, il y a eu 61 acheteurs. Un point intéressant ici, c'est que les acheteurs n'étaient pas tous des acheteurs canadiens, des investisseurs institutionnels canadiens. Il y en avait des étrangers. Donc, ça, c'est un point important pour les émetteurs de savoir qu'on peut diversifier notre base d'investisseurs quand on émet une obligation verte. Donc, ici, c'était pour financer le transport en commun à Montréal. Puis Cicero a émis dans le fond, une opinion pour valider l'alignement avec les Green Bond Principles. Donc là, on voit que les catégories de projets, c'est correct. Le transport en commun, ça fait partie des catégories du CBI. Puis Cicero qui donne ils ont des shades of green, eux autres. Donc, on a eu la note vert foncé pour l'obligation du Québec. Donc, c'est-à-dire que le cadre de référence, la gouvernance est bonne et les catégories de projets ont un impact positif. Là, ça, Québec, on s'entend que ce n'est pas un émetteur green comme tel. Ils font de tout. La province, ils financent plein de projets différents. Mais là, c'était une obligation verte avec une étiquette qui était pour financer des projets en particulier. Si on regarde un émetteur Pure Play maintenant, Arrow Lakes Power, qui est un projet hydroélectrique sur la rivière Columbia, en Colombie-Britannique. Excusez-moi. Donc, eux, ils n'ont pas à se soumettre à toute la panoplie de principes à suivre pour être en ligne avec les Green Bond Principles. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine nous-mêmes l'hydroélectricité, oui, c'est vert. Ensuite de ça, on va calculer nous-mêmes l'impact environnemental. Comment qu'on fait ça? C'est que si on prend le cadran en haut à droite, on regarde la production d'électricité moyenne au Canada, puis c'est de regarder ce projet-là versus un scénario de base. Donc, pour une quantité d'énergie donnée, on va regarder les émissions de gaz à effet de serre s'il y avait eu lieu dans le mix d'électricité moyen versus pour un projet d'hydroélectricité. Puis, on dégage en bas le petit rectangle, le plus gros rectangle bleu pâle qui donne des émissions potentiellement évitées. On peut aussi lier les projets à dans le fond, leur contribution aux objectifs de développement durable de l'ONU. C'est très trendy en termes d'investissement responsable. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Là, je ne suis pas devant ma crowd habituelle, mais d'une façon ou d'une autre, ça, c'est payant devant des clients. On va parler du marché assez rapidement parce que le temps file. Guillaume il avait dit qu'il allait parler un petit peu moins, mais finalement, il a quand même parlé longtemps. Donc, les émissions ici mondiales en dollars US se chiffraient en 2017 et 2018 au-delà de 160 milliards de dollars. Donc, c'était pratiquement le double de 2016. Puis, on voit que, bien évidemment, c'est un marché en pleine croissance. Au Canada, c'est encore pire. On a eu plus que 3 fois les émissions en 2018 par rapport à 2017, qui se chiffraient au-delà de 6 milliards de dollars canadiens. On voit ici nos émetteurs canadiens. On a des municipalités, on a des sociétés,
excusez-moi, c'était bizarre ça. On a des sociétés, on a la province de Québec, d'Ontario et EDC qui a été le premier émetteur canadien. Puis CPPIB, on est fiers de dire que c'est le premier fonds de pension mondialement à émettre une obligation verte. Fait que c'est un fonds de pension canadien. En termes de diversification d'émetteurs, c'est important pour un investisseur institutionnel de pouvoir bâtir un portefeuille qui est diversifié. Donc, avant, c'est les supranationales qui ont inventé le concept d'obligation verte. Donc, en 2012, c'était logique que ce soit pratiquement eux les seuls émetteurs. On voit en 2018, complètement à droite, que le marché est très diversifié en termes de sociétés, des financières de toutes sortes, des banques et des gouvernements, puis les supranationales qui sont encore là pour financer plusieurs projets, dont plusieurs dans les marchés émergents. Encore une fois, au niveau de la diversification, en termes de devises, géographiquement ou par notation de crédit, ça nous permet de bâtir un portefeuille qui peut répliquer des profils de risque d'un investisseur canadien régulier qui investit dans le marché canadien obligataire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quand je parlais tantôt du rendement, donc on voit ici comme quoi que c'est important d'avoir le même rendement parce qu'il y a beaucoup de croyances en investissement responsable qui disent si on investit selon nos valeurs, on réduit notre univers admissible, donc on va réduire par le fait même le rendement. Mais c'est faux. Dans le marché obligataire, étant donné qu'on investit dans un émetteur qui est une obligation verte ou pas, le crédit est le même, donc le rendement est le même. Puis on voit ici, dans les 2 dernières années, le CBI a fait une étude démontrant que dans le marché primaire, lors de l'émission, on avait à peu près la même répartition en termes de rendement en venant au marché, que ce soit plus élevé, équivalent ou inférieur aux obligations régulières de l'émetteur. Puis, normalement, les émetteurs viennent avec une concession, donc offrent un rendement légèrement plus élevé à leurs émissions qui sont sur la rue, dans le marché secondaire, pour attirer les investisseurs. Donc, on se retrouve avec des caractéristiques très similaires. Puis, quand on regarde dans le marché secondaire, vous voyez les petits points verts sont les obligations vertes, comparées aux points bleus qui sont les obligations régulières. Donc, on voit qu'ils sont pas mal en ligne. Donc, même dans le marché secondaire, on se retrouve des fois à avoir une forte demande pour une obligation en particulier qui va la rendre un petit peu plus chère, mais c'est la même chose qu'on voit dans le marché de toute façon. Au niveau de l'impact, on revient à ça étant donné que c'est ce qui est super important dans le cas des obligations vertes. On veut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, on voit, si on compare à l'indice canadien FTSE Univers, qui a une intensité carbone de 65 tonnes de CO2 équivalent par million de dollars investis, on réduit de 3,5 fois lorsqu'on investit dans un fonds d'obligations vertes diversifié. Donc, on se retrouve à 19. Ça, comme différence, ça veut dire que si on investit un portefeuille de 10 millions dans un fonds d'obligations vertes, bien, c'est l'équivalent de retirer 160 voitures de sur la route par année. Pour conclure, donc, du point de vue de l'investisseur, c'est super important d'avoir des solutions pour investir selon nos valeurs, comme les signataires des principes d'investissement responsable de l'ONU, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a des émetteurs potentiels dans la salle. Je serais très heureux de discuter avec vous pour aider à mousser ce marché-là. Réduction de l'empreinte carbone, comme on vient de le voir, c'est très intéressant. De plus en plus d'investisseurs institutionnels comme fonds d'action regardent ces chiffres-là et essaient de diminuer leur exposition. Transparence au niveau de l'allocation du capital, c'est un plus pour l'émetteur, étant donné que de plus en plus les investisseurs responsables demandent cette information-là, donc à travers les rapports de développement durable et autres. Puis, étant donné qu'on parle de transition énergétique, c'est oui un véhicule pour aider la transition énergétique et rencontrer les engagements par rapport à l'accord de Paris. Alors, ça ressemble à ça. Je vais vous laisser sur la liste des obligations vertes en dollars canadiens. Puis, je vous demande de nous aider à faire grandir ce nombre. Merci beaucoup.